Un jour comme celui-ci, le Moyen-Orient n'en avait pas connu depuis des décennies. En à peine quelques heures, toute la région s'est retrouvée transformée en un immense baril de poudre qui a pris feu d'un seul coup. Tout a commencé par une opération militaire massive, menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l'Iran. La riposte de Téhéran est arrivée presque immédiatement, et elle a été d'une violence rare. Des centaines de missiles balistiques ont traversé le ciel, illuminant en même temps les nuits de Tel Aviv et de Jérusalem, pendant que d'autres projectiles frappaient les bases américaines dispersées au cœur du golfe Persique. Alors, que s'est-il vraiment passé? Le guide suprême Ali Khamenei a-t-il été touché? Est-ce qu'un porte-avions américain a été endommagé par ces missiles iraniens? Et surtout, pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle décidé de mobiliser l'ensemble de ses forces armées en un temps record, en quelques heures seulement? Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouvent leur réponse dans ce reportage complet que nous allons décortiquer ensemble, étape par étape. Revenons au commencement. C'était l'aube du 8 février 2026. À ce moment précis, les forces israéliennes et américaines ont déclenché ce qu'elles ont officiellement qualifié de « frappe préventive » sur le sol iranien. Les cibles choisies n'étaient pas choisies au hasard. Il s'agissait des principaux centres de gravité militaire et politique de l'Iran. On parle ici de Téhéran bien sûr, la capitale, mais aussi d'Ispahan, de Qom, de Kermanshah, des villes qui abritent des installations stratégiques essentielles. Le président des États-Unis, Donald Trump, est sorti très vite pour expliquer cette opération. Selon lui, il s'agissait de répondre à des menaces iraniennes imminentes et très sérieuses contre les intérêts américains dans la région. De son côté, le ministre israélien de la Défense a employé des mots encore plus forts. Il a parlé de « neutraliser une menace existentielle » pour l'État d'Israël. Ces expressions ne sont pas anodines. Quand on écoute attentivement le vocabulaire utilisé par les responsables occidentaux, le mot « préventif » revient souvent. Et dans le langage de la politique internationale telle qu'elle est pratiquée par Washington et Tel Aviv, préventif veut presque toujours dire la même chose, frapper en premier, très fort, avant que l'adversaire ait eu le temps de se préparer, de se défendre ou même de réagir. C'est précisément la logique qui a guidé cette opération. Parmi les objectifs touchés, on trouve des bases militaires classiques, mais aussi des sites liés au programme nucléaire iranien. Plusieurs sources sérieuses, y compris des rapports qui ont circulé très vite après les frappes, mentionnent que la centrale nucléaire de Bushehr était sur la liste. Bushehr, c'est le site le plus connu et le plus symbolique du programme atomique civil iranien. Pourtant, à l'heure où nous parlons, personne ne sait exactement à quel point le réacteur a été endommagé. Les images satellites sont scrutées par tout le monde, mais les autorités iraniennes gardent un silence très contrôlé sur l'état réel des installations. À côté de ça, de nombreuses positions du corps des gardiens de la révolution islamique, le fameux Pasdaran, ont été visées dans plusieurs provinces du pays. Les bilans humains commencent à tomber. Les agences de presse officielles iraniennes parlent déjà de pertes très lourdes dans les rangs des militaires. Des centaines de blessés, des dizaines, voire plus, de morts. Mais le chiffre qui choque le plus, celui qui reste gravé dans les esprits, c'est celui annoncé par l'agence officielle IRNA, 36 écolières tuées dans une école située dans le sud de l'Iran. Une frappe aérienne conjointe israélo-américaine a touché leur établissement. Imaginez un instant, ces adolescentes sont parties à l'école le matin, comme elles le faisaient chaque jour, avec leurs cartables, leurs cahiers, leurs rêves d'avenir. Et elles ne sont jamais rentrées chez elles. Elles n'avaient absolument aucun lien avec le dossier nucléaire, avec les missiles balistiques, avec les stratégies régionales. Elles étaient juste des enfants. Pourtant, elles ont payé le prix le plus élevé. Ce genre de drame n'est malheureusement pas nouveau. On l'a vu à plusieurs reprises à Gaza, on l'a vu au Liban ces dernières années, et maintenant, on le voit en Iran. Ce n'est pas une simple bavure militaire. C'est un schéma qui se répète, et qui pose des questions très graves sur le choix des cibles et sur les règles d'engagement. Passons maintenant au niveau des dirigeants iraniens. Là aussi, les informations sont nombreuses, mais pas toutes confirmées. Des médias israéliens, ainsi que des fuites transmises à l'agence Reuters par des sources iraniennes, affirment que plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution ont été éliminés pendant ces frappes. On parle aussi de responsables politiques importants. Une rumeur particulièrement insistante concerne Ali Shamkhani. C'est l'un des hommes les plus proches du guide suprême, celui qui gérait depuis longtemps le dossier nucléaire sensible. Selon ces informations, il aurait été tué dans l'opération. Mais attention, à l'heure où je vous parle, aucune confirmation officielle n'a été donnée de part et d'autre. Rien n'est définitif. Concernant le guide suprême Ali Khamenei lui-même,
Les éléments qui circulent indiquent qu'il a été évacué vers un lieu sécurisé quelques heures avant le début des frappes. Sa vie ne semblerait pas en danger immédiat. Israël, de son côté, a revendiqué avoir visé les têtes du régime, mais sans donner la liste complète ni les résultats précis. On reste donc dans le flou sur ce point stratégique. La réponse iranienne, elle, n'a pas traîné. Elle est arrivée avec une force et une coordination qui montrent que Téhéran n'était pas complètement surprise. Les gardiens de la révolution ont tiré au moins 125 missiles balistiques en direction d'Israël. Pas en une seule salve, mais en plusieurs vagues très rapprochées, ce qui rend la défense beaucoup plus difficile. Sur ces 125, une quarantaine, environ 35 selon les premiers bilans israéliens, ont réussi à percer et à frapper le territoire. Le reste a été intercepté par les systèmes Arrow, David's Sling et Iron Dome, ou a dévié de sa trajectoire. Les sirènes ont hurlé partout, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Ashkelon. La population entière s'est précipitée dans les abris. Même autour de l'aéroport international Ben Gourion, la peur était palpable. Dans le ciel, c'était un spectacle jamais vu à cette échelle. Des traînées de missiles qui se croisent avec celles des intercepteurs, des explosions en altitude, des lumières partout. Sur le sol, les dégâts sont confirmés. Un immeuble de 9 étages a été rasé dans le nord d'Israël par un impact direct. Un autre bâtiment a été gravement touché à Ashkelon. Les chiffres de victimes et de destruction augmentent heure après heure. On n'a pas encore le tableau complet, mais une chose est sûre, cette riposte n'avait rien de symbolique. Elle était massive et elle a fait mal. Ce qui rend cette salve iranienne encore plus impressionnante, c'est la façon dont elle a été organisée. Téhéran a mis en place ce qu'on peut appeler une stratégie de décentralisation totale. Concrètement, les unités intermédiaires et même les petites unités des gardiens de la Révolution avaient reçu l'autorisation de tirer leurs missiles sans attendre un ordre direct de la direction centrale à Téhéran. Cela change tout. Si l'ennemi parvient à décapiter le haut commandement, le système continue quand même. Il est programmé pour fonctionner en automatique. C'est une différence majeure avec les rounds précédents, par exemple celui de l'année dernière qui avait duré 12 jours. À l'époque, les frappes iraniennes mettaient du temps à arriver parce qu'il fallait des consultations internes, des réunions, des validations. Cette fois, tout était prêt, distribué, décentralisé. Le message envoyé est limpide. Même en frappant la tête, on n'arrête pas la machine. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué très clair dans la foulée. Il explique que cette riposte est parfaitement légale selon le droit international et la Charte des Nations Unies. C'est de la légitime défense face à une agression flagrante. Le texte va même plus loin en disant que toute demande de calme ou d'abandon est une illusion, un rêve éveillé qui n'a aucune chance de se réaliser. Les gardiens de la Révolution, eux, ont été encore plus directs. Ils ont déclaré que désormais, toutes les bases américaines et tous les intérêts américains au Moyen-Orient sont des cibles militaires légitimes. Pas de ligne rouge, pas d'exception. C'est précisément là que les pays du Golfe commencent à trembler. Parce que l'Iran n'a pas limité sa réponse à Israël. Il a frappé large. La base d'Al-Udeid au Qatar, la plus grande installation aérienne américaine de toute la région, avec des dizaines de milliers de soldats, a été touchée par des missiles confirmés. Al-Salem au Koweït a subi le même sort. À Abu Dhabi, la base d'Al-Dafra a reçu plusieurs projectiles. Le système de défense patriote État d'Émirati n'a pas réussi à tout arrêter, et on a vu des colonnes de fumée noire s'élever au-dessus de la capitale. À Bahreïn, le QG de la 5e flotte américaine et la base de Jufer étaient explicitement sur la liste. L'espace aérien des Émirats a été fermé en urgence. On rapporte déjà un mort civil à Abu Dhabi, tué par des éclats de missiles tombés dans un quartier résidentiel. À Riyad, des explosions ont retenti, filmées et confirmées par l'agence Associated Press. Les autorités saoudiennes ont demandé à la population de rester chez elle et d'éviter tout rassemblement. Dans la foulée, l'Arabie saoudite a pris une décision historique. Elle met l'ensemble de ses forces armées à la disposition des pays du Golfe touchés, Émirats, Bahreïn, Qatar, Koweït et même la Jordanie. En Irak, la zone de Jerf al-Nasser, au nord de Babylone, a été bombardée, faisant au moins 3 morts. Mais le plus inquiétant, c'est l'annonce officielle des brigades du Hezbollah irakien. Elles se disent prêtes à attaquer les bases américaines sur le sol irakien. Cela ouvre un nouveau front, une nouvelle dimension de chaos. Enfin, en mer d'Arabie, des informations non confirmées parlent d'une attaque directe sur le porte-avions USS Abraham Lincoln. Pour l'instant, le Pentagone n'a rien dit officiellement. Nous suivons ça de très près,
minute par minute. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin un simple échange de coups. C'est un test grandeur nature des rapports de force qui se sont construits depuis des décennies. Les États-Unis espéraient qu'une frappe massive plierait l'Iran ou le forcerait à négocier en position de faiblesse. Pour le moment, la réponse rapide, coordonnée et décentralisée de Téhéran montre que ce calcul était faux. L'Iran n'est pas isolé. Son réseau régional, malgré les coups durs des dernières années, tient encore. La preuve, les brigades irakiennes sont prêtes à entrer dans la danse. Le champ de bataille ne se limite plus à une seule frontière. Les prochaines heures seront déterminantes. Est-ce que la Russie va bouger diplomatiquement? Est-ce que l'Europe va essayer d'imposer un cessez-le-feu? Est-ce que l'Iran va résister si Israël lance une nouvelle vague? Personne n'a la réponse définitive. Ce qui est certain, c'est que nous entrons dans une ère nouvelle. Le prix de cette journée ne sera pas payé par ceux qui décident dans les bureaux climatisés, mais par les civils, les enfants, les écolières, exactement comme ces 36 fillettes mortes à l'aube, sans avoir rien demandé à personne. Si vous voulez qu'on continue à décortiquer ce dossier ensemble, heure par heure, avec des analyses calmes et loin des médias qui crient pour faire du clic, mettez un pouce bleu maintenant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez la petite cloche. Comme ça, vous ne raterez aucune mise à jour. Les événements avancent très vite, et nous, on reste là, on continue la couverture sans s'arrêter.